À tout lire aujourd'hui reçoit Patrice Guirao et ça me fait plaisir parce qu'on s'est rencontrés il y a très longtemps avec Patrice, on a un ami en commun et puis surtout le plaisir d'une émission patchwork un petit peu aujourd'hui parce qu'on a vraiment deux sujets qui vont se croiser, dont on va pouvoir parler, alors avec un symbole fort qui est ce travail d'auteur, mais Patrice, la musique, Patrice, les livres et le cinéma maintenant, ou en tout cas l'audiovisuel en ligne de mire. Patrice, bonjour. Bonjour, cette présentation. Incroyable, tu vois. Incroyable, ouais, bonjour. Voilà. Et surtout, Patrice, alors avant de parler de littérature et des différents bouquins, parce qu'il y en a eu plusieurs, moi je voudrais revenir sur la musique. Auteur de nombreux succès de la chanson française. Est-ce qu'il y a eu d'autres expériences que la chanson française d'ailleurs? Est-ce que tu as écrit pour d'autres artistes qu'en français? Il y a eu des adaptations des chansons françaises qui ont été faites en anglais, en espagnol, là aussi en italien, en coréen. Oui, il y a des titres qui ont été pris et réadaptés dans d'autres langues par des artistes, en japonais aussi. Donc on a un peu ça. Jamais écrit directement pour un artiste étranger, sauf pour un espagnol. Pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, parce que c'est vrai que tu es quand même maintenant quelqu'un de connu et de reconnu dans la profession, en tout cas, quels sont les grands titres de la chanson française que tu as signé en tant qu'auteur ou co-signé avec d'autres auteurs, pour nous rappeler un petit peu, nous remettre en mémoire tout ça? Oula, on va commencer peut-être par L'Envie d'aimer, qui est une des chansons qui est peut-être qui est devenue un gold en soi. Des chansons pour Johnny Hallyday, comme la toute dernière de son album, Ça ne finira jamais, ou Ça ne change pas un homme. Prendre racine pour Calogero, L'important c'est d'aimer pour Obispo. Art Mengo aussi. Art Mengo, évidemment, parce qu'il fait tous les 4 premiers albums d'Art Mengo, mais là c'est une génération un petit peu que les gens ne connaissent pas forcément. D'où est venue cette envie, parce que tu n'étais pas au départ parti pour forcément devenir auteur? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie pour ça? C'est peut-être un petit peu l'inverse. Bon, je suis toujours parti pour être auteur, mais la vie ne te donne pas la possibilité d'être auteur comme ça, en claquant des doigts, en disant à 18 ans, ça y est, moi je vais être auteur, je vais vivre de ma plume. Alors, il y a certains, ça paraît pour certains, moi c'était pas le cas, pourtant c'était mon objectif. Donc j'ai fait d'abord un métier, j'étais ingénieur d'aviation civile, donc, ce qui m'a permis d'avoir du temps pour écrire, et puis les circonstances de la vie m'ont offert et ont voulu que j'ai pu, à un moment donné, vivre de cette plume, des chansons, et puis après je n'ai fait plus que ça, quoi, de vivre que de l'écrit, que des mots. Alors on a parlé des grandes chansons de la chanson française sur lesquelles tu avais écrit, mais il y a aussi beaucoup de comédies musicales, peut-être les rappeler aussi, toutes ces grandes comédies musicales. Oui, il y en a eu quelques-unes, il y a eu Les 10 Commandements, il y a eu Le Roi Soleil, il y a eu Cléopâtre, il y a eu Mozart, il y a eu Les Trois Mousquetaires, il y a eu Robin des Bois, il y a eu Bernadette, il y a eu Alive, un film musical avec Anconina, pour lequel j'avais fait toutes les chansons aussi. Et donc ça fait à peu près 8 comédies musicales, une en film et les 7 autres en spectacle vivant. Ce qui me permet maintenant d'arriver à la littérature, parce que le bouquin, justement, finalement, et tous les livres que tu as écrits, c'est pareil. Aujourd'hui, la lecture, est-ce qu'on trouve encore suffisamment, je fais exprès, des lecteurs? Est-ce qu'on arrive à un auteur qui marche bien, on gagne bien sa vie avec des bouquins, en écrivant des livres? Alors je pense que c'est mathématique, hein. L'auteur qui vend énormément de livres, en droit d'auteur, touche énormément d'argent. L'interprète, le chanteur qui vend énormément de disques, gagne énormément d'argent. En revanche, il y a beaucoup plus de disques vendus que de livres vendus. Donc il y a beaucoup plus de gens dans la musique qui gagnent bien leur vie que de gens dans le livre qui gagnent bien leur vie. Ça, c'est une évidence. Et la reconversion du livre sur Internet, c'est quelque chose auquel les auteurs se plient, ou c'est quelque chose qui n'est pas encore, on veut avoir cette matière dans les mains? Le livre reste un objet important parce que la bibliothèque reste quelque chose d'important dans une maison. Un enfant qui évolue dans un univers familial où il n'y a pas de livre sur les murs, où il n'a pas la possibilité d'aller choper un livre et puis lire, c'est un enfant qui part déjà avec des handicaps. S'il peut voir un livre qu'à travers une tablette, ça n'a pas d'intérêt par rapport à un dessin animé ou un jeu vidéo. Donc le livre sur la tablette pour l'éducation et pour l'évolution des générations qui arrivent, à mon avis, est inutile. La tablette est utile quand tu es en voyage, tu as envie de te balader avec une valise de bouquins qui t'aime beaucoup la lecture. Bon, c'est parfait pour ce genre de choses. En confinement, quand tu es en confinement, tu ne peux pas aller acheter de livres. Et tu peux pas acheter de livres, tu achètes ton e-book et tout va bien, quoi. Mais après, je crois que d'une manière naturelle, les lecteurs, ceux qui aiment la lecture, aiment l'objet, aiment le livre. La problématique du livre aussi, c'est son coût. Le livre coûte très cher, même trop cher.
D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que je sais que tu es souvent à l'initiative de nouvelles idées. Tu l'étais dans la musique, tu continues à l'être un petit peu. On en parlait en coulisses tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour réduire ses coûts? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour intéresser un petit peu plus ses lecteurs? Je sais que tu as des idées, alors sans dévoiler tous tes secrets, mais c'était intéressant parce que tu as une vision un peu différente. Et comme tu vis entre Paris et Tahiti, tu amènes aussi ce que peut amener le côté moderne et le monde moderne dans lequel tu évolues. Oui, on évolue tous dans le même monde, hein, c'est pas un problème. Mais il suffit d'avoir le bon sens paysan et regarder les choses comme on les voit et d'une manière très objective. Prenons un livre qui est édité par un éditeur quel qu'il soit en format broché, ce qu'on appelle un format broché. Le format broché coûte une fortune, ça coûte une fortune. Et on s'aperçoit qu'en fait, une grande majorité des gens attend que ce format broché paraisse en livre de poche pour qu'il tombe à 5, 6, 7 euros le produit. Donc ils ne l'achètent pas en grand format, il y en a quelques-uns qui l'achètent en grand format, une espèce de snobisme un petit peu, quoi. Enfin, c'est un peu méchant ce que je dis, mais on achète le grand format quand on a les moyens d'acheter le grand format pour être les premiers à lire le bouquin. Après, tout le monde attend la sortie en poche. Et quand tu regardes le top des ventes des livres, parce qu'il existe également comme pour les disques, tu t'aperçois que sur les 100 premières ventes, pas les 10, les 15, les 20, les 100 premières ventes, ce sont que des livres qui sont en dessous de 10 euros qui apparaissent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le livre de poche qui gagne le marché. Donc l'idée, ce serait peut-être même pour les grands éditeurs de passer directement à des produits qui sont abordables pour essayer de ramener une population à la lecture. Sur ceux qui attendent un an pour lire un bouquin qu'ils ont vu parce qu'il est trop cher pour leur bourse, ils pourront l'acheter tout de suite. Et la nappe, enfin l'étendue, le côté capillaire de la vente se fera certainement énormément. Et au lieu de vendre, je dis n'importe quoi, 20 000 bouquins, ils vont en vendre 50, 70 000 et on récupérera le marché du grand format, quoi, du format broché. C'est intéressant parce que ceux qui travaillent dans l'univers du livre, on se rend compte que le milieu de la musique, il y a eu le 45 tours, il y a eu le CD, il y a maintenant le digital. Finalement, le monde du livre n'a pas beaucoup évolué, n'a pas beaucoup changé. Il est assez archaïque quelque part. Ça me fait penser un peu au DVD. D'accord. À l'époque où le DVD sortait, les DVD coûtaient une fortune à la sortie. D'abord, le DVD sortait que 3 ans ou 4 ans après le film. Pendant longtemps, il était à 20 euros, je ne sais trop quoi. Puis à un moment donné, le DVD tombe à 5 euros. Et là, tout le monde l'achète. Bon, en même temps, il passe à la télé, sauf que les bouquins ne passent pas à la télé. Donc au lieu d'attendre que... Si je te confirme, le bouquin passe à la télé. Hein. Non, je veux dire, l'histoire, c'est pas toujours mis en fiction. Voilà, donc je veux dire, si on allait directement vers le marché simple du livre, on arriverait certainement à réintéresser les gens au livre. Un bouquin en France, je sais pas, c'est 20 euros. 20 euros, c'est quand même beaucoup, quoi. Moi, j'ai envie de rebondir justement sur tous tes livres, là. Combien de livres, combien de romans, là, aujourd'hui, à ton actif? Alors, je crois que je dois avoir 4, 6, 7, 8. C'est bien parce que comme tu t'en souviens plus, c'est chouette, tu écris. Ouais, voilà. Il y en a un prochain qui sort en septembre, il y en a 2 autres qui sortent l'année prochaine. Quelques-uns des grands titres, en tout cas, vas-y, pour nous rappeler au niveau des livres. Oui, au niveau de tes livres, les titres de tes livres. La série des Halles d'Orsay, que les gens aussi connaissent. Qu'on connaît bien parce qu'on l'a vu aussi en télévision. Voilà, parce que c'est une série télé. Là aussi, un beau projet que tu as pu adapter en Polynésie avec des équipes polynésiennes. Ça a été aussi une démarche, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas d'un coup se dire tiens, on va adapter un livre d'un auteur tahitien et on va faire une série à Tahiti. C'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. Il faut aller le chercher. Il faut aller vraiment... Combien de temps comme ça de travail pour arriver à ce résultat-là? C'est du travail et c'est du relationnel aussi. C'est-à-dire qu'il faut... Moi, pour raconter l'histoire d'Halles d'Orsay de la série, j'avais d'abord... On avait discuté avec Thierry Bruand qui était là de passage et qui était un petit peu dans le milieu de la communication. Dans la communication, tout ça. Et il me dit, ouais, c'est pas une mauvaise idée et tout. On peut voir. Et du coup, c'était Wallace Cotra qui était à François. On fait une réunion avec Wallace. Qui a beaucoup œuvré aussi. Ouais, il me dit, oui, c'est intéressant et tout. Mais bon, nous, on ne peut pas financer ce genre de trucs. On n'a pas les moyens à France Télévisions. Et j'avais gardé contact avec le producteur justement de Alive, ce film musical qu'on avait fait il y a quelques années. Dans tes réseaux. Oui. Voilà, donc je vais le voir, j'écoute, voilà, est-ce que ça t'intéresse? Il me dit, écoute, ça tombe bien, je monte un secteur de séries télé, puisqu'on a un diffuseur, on y va. Et c'est parti comme ça, mais ça demande quand même, ça tombe pas du ciel, rien ne tombe du ciel. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Est-ce que le fait de transformer un livre, une histoire, en film ou en téléfilm, permet de rebooster les ventes d'un livre ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un impact? En tout cas, il y a des ponts entre l'un et l'autre. Oui, il y a un impact
Sur les ventes certainement, bien sûr, mais ça a un autre impact aussi, c'est sur l'intérêt que peuvent avoir des maisons en métropole sur ce type de produit. Du coup, on a intéressé les éditions Point Poche pour éditer la série des Halles d'Orsay en poche, en métropole. Voilà. Donc là, en septembre-octobre, on a Croix-le et Liaoli qui sortent en format poche. Deux autres de tes livres, hein, voilà. Quand tu commences à créer des choses, tu aimes bien aller jusqu'au bout, aller tester les trucs, voir jusqu'où tu peux aller, si tu peux faire ça, etc. Tu inventes parce qu'en fait, t'es là pour ça, quoi. Et ouais, ça fait partie de ta vie, de ton plaisir. C'est pas un but en soi, mais c'est des opportunités qui font que, tiens, effectivement, et si on le faisait, allez, faisons-le. Et puis c'est un nouveau challenge. Et c'est un nouveau challenge. Voilà, on est dans l'aventure. Voilà. Après, que ce soit un grand truc ou pas, on s'en fout. Moi, ce qui était vraiment important pour moi dans cette histoire-là, c'est qu'on puisse venir faire ça à Tahiti, en Polynésie, montrer qu'il était possible de le faire ici et qu'on avait des talents ici qui étaient à même, tant au niveau de la technique qu'au niveau du jeu d'acteur, de pouvoir répondre à la demande. Il se trouve que les producteurs en métropole m'ont dit, nous, on fera, si on met les deux acteurs principaux métropolitains, qui auraient déjà fait des petits... Bon, Casterman, ils sont connus, ils ont fait de la série, donc ils ont un peu plus d'ouverture sur le public français. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'on avait sur place, effectivement, des gens qui auraient pu jouer ces rôles-là avec autant de talent et qui auraient apporté une couleur un peu plus locale. Ouais, que jamais. Mais c'est en train de bouger. On voit des séries maintenant très typées. Hein. Grâce à cette série-là, sont arrivées les séries d'après, les Bora Bora, Meurtre à Bora Bora, ou Meurtre à Tahiti, Coup de foudre à Bora Bora. C'est le fait qu'en fait, Halles d'Orsay a montré, a prouvé qu'il était possible économiquement de faire une série en Polynésie, qui a poussé d'autres producteurs à venir tourner en Polynésie. Tu es aujourd'hui auteur de livres et tu travailles là-dedans. Demain, puisqu'il y a eu la chanson, que tu continues, il y a les livres. Patrice Guiraou, demain, c'est quoi et il fait quoi ? Patrice Guiraou continuera à aimer sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. Eh bien écoute, ça tombe très bien, puisque c'est le moment où on va t'entendre là, avec la voix de Patrice Guiraou, nous faire un petit extrait d'un de tes bouquins. Tu nous dis le titre du livre, s'il te plaît ? C'est le dernier de la série, c'est Tu vois. Et je ne vais pas lire un extrait à proprement parler, je vais lire l'avertissement. D'accord. Vas-y, avertis-nous. Ça donne un peu le ton de la série, et du coup, on n'a pas besoin de lire d'extrait. Alors, le premier avertissement, exposé dans Croix-le, le premier tome, reste valable sur ce livre également, tout comme il était pour les deux précédents, Liaoli et Si tu nous regardes. L'auteur tient à préciser de plus que les anachronismes ont été vérifiés, les erreurs validées, les mensonges certifiés, pas une maîtrise qui ne soit correcte, une mystification conforme, une inexactitude qui n'ait été respectée, une stupidité qui ne soit vraiment stupide, pas une fumisterie qui n'ait été testée, roulée dans du papier bison, pas une faute d'orthographe qui ne sera traitée avec une inflexible mauvaise foi de coquille dont l'éditeur sera considéré comme seul responsable. Cette histoire est encore une fois une vraie histoire inventée, tout comme les personnages qui n'ont existé que sous forme de sosies virtuelles, de personnages réels, qui, elles, n'ont jamais existé sinon dans l'esprit alambiqué, pour ne pas dire tordu, de l'auteur. Il confirme que toute ressemblance avec qui que ce soit est le fait du hasard ou de la chance, et se désolidarise des deux. En tout cas, nous sommes avertis. C'était un plaisir, Patrice, de t'avoir. Il faudra suivre de très près, là aussi, l'évolution de ce monsieur Guiraou entre musique, bouquins, cinéma. À très vite, en tout cas, pour de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres avec des personnages toujours aussi intéressants. C'est à tout lire et c'est très bientôt sur TNTV.